Dans cette vidéo du chapitre 43 de mes notes de cours, nous allons travailler une première situation tirée de la section 4.5 de Séguin, section intitulée « Le moment de force magnétique ». Il s'agit de la situation 1, le moment de force sur un cadre rectangulaire dont le plan est perpendiculaire au champ magnétique et dont on peut prendre connaissance à la page 368 de Séguin. Un problème plus de compréhension de la matière présentement que de calcul numérique comme tel. Prenez-en connaissance. Et n'oubliez pas de consulter la figure qui est juste au-dessus de la situation, parce que la situation fait référence à cette figure-là. Dans les faits, j'ai probablement rapporté l'équivalent de la figure ici, donc un courant qui circule dans un cadre, et il y a un champ magnétique qui est rentrant dans ce cadre-là avec un système de coordonnées, les dimensions. Aucun chiffre n'est donné, mais on va partir du fait qu'on pourrait admettre que A serait donné dans un problème numérique, que B serait donné, que I serait donné, la valeur du courant, et là on pourrait essayer de trouver quelle est la, comme demandé dans la situation, quelle est la valeur de la force magnétique résultante. Je ne pourrais pas avoir de chiffre, mais une réponse en fonction de A, B et I. Et la valeur du moment de force résultant, est-ce qu'on a ça, la capacité de tourner. Dans une question d'examen pour les cadres, je ne cacherai pas que la plupart du temps, il y aurait des bonnes parties de dessin de montrer. Exemple, probablement ce qui est montré sur le dessin ici actuellement. Mais je pourrais cependant vous demander parce que des fois dans l'étude, on a besoin de voir le problème d'un autre côté, de refaire une vue de côté de ce problème-là, une vue de haut. La vue en perspective, je l'ai déjà dit, je ne demande pas à mes étudiants de dessiner des perspectives ou extrêmement rarement. Je pense qu'il y a eu dans le théorème de Gauss qu'on a dessiné un petit peu des figures en 3 dimensions, mais c'est à peu près tout. Si je vous demande d'autres vues d'une vue donnée, souvent je vais mettre le système de coordonnées pour montrer qu'est-ce qui est arrivé au cadre. Comme ici, vous devez être capable de voir que l'axe Z est sortant et que là, j'ai tourné le cadre, puis c'est l'axe X qui est rendu sortant, puis l'axe Z a basculé sur le côté comme ça. Donc, le cadre a tourné, le côté identifié 2 est rendu en arrière, puis le côté identifié 4 est rendu en avant. Fait qu'exemple, déjà, juste, je pourrais te demander de dessiner les courants sur le devant de ce cadre-là. Bien, on voit qu'en haut, le courant avance et sort. Donc maintenant, le courant, je le verrais arriver en haut, si on veut, sortant de ma vue. Après ça, il descendrait dans le fil 4, puis à la fin, ben, il rentrerait dans l'écran pour s'en aller dans le fil 1. Ça, c'est le genre de choses que vous devez être capable de faire. Et si j'ai tourné l'axe Z, qui est rendu sur le côté comme ça, en même temps que je tournais le champ magnétique B aussi, quand je mets mon œil sur le côté, je vois le champ magnétique, vous devriez être capable de le dessiner comme ça, d'arriver à le voir comme ça. Un peu la même chose sur la vue de haut. Donc là, c'est caché pour l'instant, mais sur votre copie à vous, vous avez 3 qui est indiqué. Donc mon œil est placé en haut, puisque je vois, c'est le fil 3. Je devrais déjà être capable d'arriver et dire que le courant, je le vois sortir. Si mon œil est en haut, là, je le vois rentrer dans mon œil, je devrais dire. Donc, il est sortant de l'écran. Après ça, je vois le courant passer de ce côté-là à l'autre de l'écran. Donc, mon I circule comme ça quand je me place en haut. Et rendu à l'autre bout, il descend, il rentre dans l'écran, donc rentrant comme ça. Et vous devez réussir à voir que si vous placez votre œil en haut et que vous regardez, bien, par rapport au fil que je voyais, le B était rentrant. Donc, il part d'en bas puis il remonte en haut. Je reviens momentanément sur le cadre vue de face. Bon, ça, on plaçait nos courants sur les différentes vues. Plus important, c'est de placer nos forces magnétiques. Éventuellement, le moment de force, on va l'étudier, mais pour étudier un moment de force, il faut avoir placé nos forces. Le moment de force dépend de à quel endroit qu'on va avoir mis nos forces. Bien, un cadre, première fois qu'on travaille avec un, bien, c'est 4 fils. Je pourrais prendre la matière du chapitre 42, dire il y avait une force magnétique dans un fil, bien, l'étudier 4 fois pour ces 4 fils-là. Donc là, on va se pratiquer. Vous allez mettre votre bras, main droite, comme le courant en haut sur le fil ici, avec un champ magnétique rentrant, donc vos doigts doivent tourner et pointer dans l'écran. Vous devriez avoir une force magnétique vers le haut. Donc la force magnétique sur le fil 3, essaye de tirer le fil vers le haut. Même chose, on va faire le fil 1, parce que lui-ci dans la même orientation, sauf que là, il faut que je pointe ma main droite vers la gauche de l'écran.
Le B est rentrant, je dois placer ma paume de façon à ce que, en pliant mes doigts, je m'en vais vers le B rentrant, puis j'aurai la force magnétique vers le bas. Je fais la même chose pour le fil qui monte en premier, donc je place mon bras qui monte avec un B rentrant, je tourne mes doigts, j'arrive avec une force magnétique qui tire ce fil-là de ce côté-là. Et si vous faites la même chose sur ce fil-là, donc là je place mon bras vers en bas, le champ rentrant, ben, j'arrive avec un FM qui pointe de ce côté-là. Évidemment, on va voir les formules tout à l'heure, mais on les calcule comme au chapitre 42. I fois L fois B, I le courant fois la longueur de chacun des fils fois le champ magnétique B. C'est sûrement la meilleure vue là, pour voir les 4 forces magnétiques, mais pas nécessairement la meilleure vue pour voir que ça va créer une rotation. Ou pas de rotation également, c'est possible. Donc, ici, tout ce que je verrais en termes de force, j'aurais dû dessiner la force magnétique 3 et 1 que je pourrais voir en haut et en bas. Si je regarde de côté la situation, ben, je peux voir ce vecteur-là de côté. Puis je vois le FM4 qui pointe vers moi. Donc l'axe X sortant est dans le même sens que FM4. Fait que la flèche que j'ai mis pour représenter l'axe DX pourrait représenter en même temps FM4. Dans la vue de haut, si je place mon œil en haut, ben, même chose que tout à l'heure, je vais voir des deux côtés FM2 puis FM4. Ce que j'avais ici, FM2 puis FM4. Et comme l'axe des Y pointe vers mon œil, FM3 pointe aussi vers mon œil. C'est ce que j'avais caché momentanément tout à l'heure. Donc l'axe Y sortant correspond aussi à FM3 sortant. Et déjà, je devrais réaliser, puis je vous ferai une démonstration en classe, si ce n'est pas déjà fait, que même je demande à, ça c'est 4 forces, à 4 humains de tirer sur un cadre comme ça ne créera jamais de rotation, même s'il y a un axe de rotation, là, même si je passerais un axe de rotation quelque part sur le cadre, en tirant comme ça, les forces sont dans les mêmes axes, ils s'annulent, ils ne créent jamais de rotation. La vue en perspective, c'est l'axe Z qui est sortant ici, puis le B était dans l'autre sens, donc en 3 dimensions, le B s'en va dans le sens contraire de l'axe Z, et nos forces étaient soit sur l'axe X, soit sur l'axe Y. Donc, j'aurais FM3, FM2 en haut, puis FM4, FM2 de ce côté-là. C'est FM1 que j'avais en bas, ouais. Donc, encore une fois, il n'y a aucune façon de créer de la rotation avec cette chose-là. On va quand même appliquer les formules pour essayer encore de s'en convaincre encore plus en le prouvant à l'aide de formules. On va commencer par la force magnétique. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, chapitre 42, on avait une formule pour calculer une force magnétique sur un fil individuel. Donc, I fois L fois B fois le sinus entre le fil et l'angle B. Je vais le calculer pour n'importe quelle de mes 4 forces magnétiques. Ils ont tous le même courant. La longueur, là, je ne peux pas mettre une seule formule. Des fois, la longueur, c'est A, des fois, la longueur, c'est B. Donc, pour l'instant, je l'ai probablement appelé LI. Ils ont tous le même B. Et ils sont tous à 90 degrés. Chacune de ces longueurs-là, qui est représentée soit par la cote-là, soit par la cote-là, est à 90 degrés par rapport au vecteur B. Donc, ils ont tous un sin de 90 degrés, un sin égal à 1. Bon, j'ai deux forces que le longueur, c'est A, la force FM1 et FM3. Donc, si j'écris FM1 et FM3, je vais écrire I fois A fois B fois 1. Les deux autres, FM2 et FM4, la longueur de leur fil, c'est B. Donc, FM2 et FM4, je vais écrire I fois B majuscule. Si je veux trouver la force résultante, l'algèbre vectorielle dit que je dois commencer par trouver la force résultante en X, la force résultante en Y, puis même en 3 dimensions, la force résultante en Z. Sauf qu'il n'y a aucune force en Z, là. Il n'y a pas sur le dessin ici, l'axe Z, il n'y a pas de force sur l'axe Z. On voit dans n'importe quelle orientation, on voit qu'il n'y a pas de force qui s'exerce sur l'axe Z. Donc, je vais plutôt faire la somme des forces sur l'axe X, la somme des forces sur l'axe Y. Sur l'axe X, ben, j'ai FM4 d'un sens puis FM2 dans l'autre, qui se calculent de la même façon. Fait que je vais en avoir une qui est positive, une qui est négative. Mais évidemment, ils vont s'annuler parce qu'ils sont calculés les deux de la même façon.
En Y, ben, je vais observer la même chose. J'ai FM3 vers le haut, FM1 vers le bas, qui ont la même longueur parce qu'ils se calculent avec la même formule. Donc, c'était FM3 vers le haut, puis FM1 vers le bas. Mais si je les additionne, ça donne 0. Donc, un coup qu'on a deux résultantes à 0, ben, deux composantes de résultantes à 0, c'est sûr que la résultante va elle-même donner 0. Et je vous rappelle, première loi de Newton, ben, c'est la somme des forces est égale à 0. La force résultante, c'est la somme des forces. Ben, l'accélération est aussi égale à 0. Donc, il n'y a pas de translation. Ce cadre-là ne bougera pas, ne se déplacera pas. Est-ce qu'il peut tourner maintenant? Ben là, il faudrait utiliser la formule qui permet de calculer moment de force, donc cours de mécanique. Un moment de force, ça se calcule à partir de son bras de levier fois la force par rapport à un axe de rotation. Que je prenne n'importe quel axe de rotation. Le plus naturel serait peut-être dire qu'il y a un axe de rotation selon l'axe Z, exemple. Ben déjà, il n'y a aucune de ces forces-là qui fait tourner parce que exercer une force qui traverse l'axe de rotation ne fait jamais tourner. Il n'y a aucune de ces forces-là qui a une efficacité pour réussir à faire tourner ce cadre-là de cette façon-là. Une autre façon de faire tourner le cadre, c'est de dire un axe de rotation sur l'axe des Y. Peut-être en vue en perspective qui serait mieux. Donc, si je dis que le cadre est capable de tourner sur l'axe des Y, donc il se mettra à tourner en 3 dimensions alentour de l'axe des Y. Ces forces-là ne le font pas tourner. Ces forces-là ne le feront pas tourner non plus parce qu'ils passent au travers l'axe des Y. Donc, il faut avoir un bras de levier pour réussir à faire tourner un axe. Donc, la plupart des axes que j'étudie, j'arriverai toujours que soit le bras de levier est égal à 0, ce que je viens de vous montrer dans 2 dessins. C'est sûr que si je dis que l'axe de rotation est ici, là, que j'arrive à fixer ce cadre-là pour qu'il puisse tourner alentour de l'axe-là, donc là, il tournerait alentour en grand de ce cadre-là, bien là, quelqu'un pourrait me dire, ben, ces deux forces-là n'ont pas de bras de levier, parce que quand ils sont parallèles au pointillé, ils ne favorisent pas à faire tourner, mais elle, maintenant, qui est éloignée du pointillé, pourrait faire tourner, sauf qu'elle est annulée par l'autre en arrière. Donc là, c'est pas tant que le bras de levier est égal à 0, c'est qu'il va toujours avoir une égalité entre ces deux forces-là par rapport à n'importe quel axe de rotation. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais toujours tomber que la somme des moments de force, que le moment de résultat est égal à 0. Première loi de Newton, au même titre que quand la force est égale à 0, ça ne crée pas de translation. Quand le moment de force résultant est égal à 0, ça ne crée pas de rotation. Et en bas, comme commentaire, je répétais ce que j'ai dit déjà à plusieurs reprises. Je ne suis pas capable de faire tourner ce cadre-là. Et je vous rappelle, la situation est clairement décrite. C'est un cadre que son plan, le plan du cadre, est perpendiculaire au champ B. Donc, dans cette situation-là, un cadre qui est perpendiculaire à B, il n'existe pas de moment de force résultant. Le cadre est immobile, il n'y a pas la capacité, il n'y a rien qui veut générer une rotation du cadre.